Salut à tous, ici Reg, c'est l'heure de parler des meilleures séries de l'année 2024. Et oui, l'année est terminée, j'ai vu beaucoup de séries, on a eu pas mal de pépites et on va en parler. C'est un mélange de mentions honorables, de belles surprises, mais avec un focus évidemment sur les meilleures séries de cette année. Je n'ai évidemment pas pu tout regarder, je parle uniquement des séries que j'ai finies. Je prends en compte la fin de la diffusion française, c'est mon avis personnel, vous avez sûrement un autre avis et ce n'est pas une critique que je fais là, c'est juste un avis très rapide. J'ai critiqué quasiment toutes les séries sur la chaîne. J'ai fait des catégories, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les séries. Je ne vais évidemment pas spoiler. Je compte sur vous pour mettre votre avis sur les séries dans les commentaires. Et cette année, il y a une nouvelle catégorie qui a été ajoutée, c'est les récompenses de l'année. C'est un peu genre nos Emmy Awards pour la communauté et moi-même. Je ferai ça évidemment en fin de vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, cette année, j'ai vu 69 saisons de séries, dont 6 qui n'étaient pas de 2024. La liste intégrale est disponible évidemment sur Serialized. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est surtout un service utile que j'utilise pour le coup quasiment tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé des sites web qui vous permettent de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, il faut changer de pays, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de pays qui ont la VESTFR et même pour ceux que ça intéresse, la VF. Quelques exemples sur Netflix. Vous avez It Ends With Us, Bad Boys 4, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Apple TV+, vous avez Fly Me to the Moon. Sur Disney+, vous avez Deadpool et Wolverine. Vous avez Vice Versa 2 et même Alien Romulus. Et sur Max, que vous devez utiliser depuis l'application Max, et vous avez accès à l'application Max si vous avez un abonnement via MyCanal. C'est la fête parce que vous avez Beetlejuice 2, Joker 2, Juré numéro 2, mais aussi Trap et Horizon de Kevin Costner. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Ça vous permet de regarder des vidéos sans publicité, d'écouter vos vidéos en mode podcast ou même de télécharger vos épisodes. Et si ça vous intéresse, ça soutient même plus les créateurs. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple d'accès et il y a plein de tutos en ligne pour comment le faire fonctionner parce que oui, ça marche encore aujourd'hui. Moi, j'avais toujours essayé avec la Roumanie, mais vous pouvez tester plein de pays où c'est moins cher, comme la Bulgarie aussi, mais dans l'UE. Et ça marche avec d'autres services aussi, comme Letterboxd, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez payer vos abonnements moins cher. Vous serez un bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics seulement. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. En série d'action, j'ai envie de commencer avec deux mentions honorables que j'ai bien aimées et que je vous recommande aussi. La première, c'est Monsieur et Madame Smith, qui était vachement bien au final. Voilà, série d'action, espionnage international, en même temps d'histoire d'amour complexe et surtout, on va dire, charnelle et violente. Il y a plein de gens qui voulaient pas regarder la série parce qu'ils avaient vu le film, mais croyez-moi, ça vaut le coup, c'est largement mieux que le film, qui est de base pas terrible. Donnez une chance à la série, elle vaut le coup, et vous allez clairement vous éclater devant, et personnellement, j'ai hâte de voir la saison 2. De même pour The Gentleman, qui était à la fois très fun, pas mal d'action, cette comédie très british à la Guy Ritchie, normal, c'est sa série, mais ça a vraiment fonctionné pour moi et ça fait partie des vraies belles surprises de cette année et je suis curieux de savoir dans quelle direction ça va aller par la suite et si même ils vont adapter d'autres séries dans cet univers-là de Guy Ritchie, parce que j'imagine déjà plein d'autres films du réal adaptés à sa sauce en format un peu plus long. Donc c'était cool et je vous la conseille aussi. Mais j'ai envie de m'attarder sur deux séries principalement qui font partie des meilleures séries d'action de l'année. La première est la série Slow Horses et plus principalement sa 4e saison. Alors Slow Horses, j'ai découvert cette année. Ça fait partie des séries que j'ai regardées de A à Z cette année et j'étais absolument accro. Évidemment, j'en ai aussi parlé sur la chaîne, mais il faut savoir que c'est l'histoire d'une sorte d'escouade de ratés d'espionnage. C'est tous les rejetons du MI6 qui ont raté leur carrière et qui sont là dans une sorte d'unité qui fait rien, qui s'ennuie, mais évidemment, vu que c'est une série d'action et avec plein de choses différentes, ils vont devoir faire des choses qui vont protéger le Royaume-Uni et c'est ça qui est cool, c'est les dynamiques entre différents personnages, entre l'action côté thriller, j'aurais pu le mettre dans une catégorie thriller aussi, l'humour, les relations entre personnages, l'acting surtout de Gary Oldman qui est extrêmement fun dans le rôle. Bref, c'est une petite pépite extrêmement addictive, c'est sur Apple et je crois que chaque saison a 6 épisodes, ça se regarde très vite et il y a une saison qui sort tous les ans donc c'est extrêmement plaisant. Il y aura minimum 6 saisons de la série, là on est à la 4e. Si vous aimez l'humour britannique et en même temps la qualité d'écriture et un peu l'audace britannique, vous allez clairement adorer Slow Horses. C'était pendant longtemps ma série d'action préférée de l'année, mais elle s'est fait détrôner par une autre série que j'ai découvert très tard, genre c'est la dernière série que j'ai vue cette année et quelle claque
claque. Je ne m'y attendais pas, mais The Day of the Jackal m'a mis à terre. Peut-être l'une des meilleures séries d'action, d'espionnage international que j'ai vues de ma vie, honnêtement. Pour ceux qui connaissent pas The Day of the Jackal, c'est l'histoire d'un assassin qui a à chaque fois des missions de plus en plus compliquées et il doit assassiner différentes personnes, généralement des gens extrêmement connus, des politiciens, des hommes riches. Sauf que cet homme-là, qui est un psychopathe, hein, c'est une sorte, si vous voulez un titre de comparaison, de James Bond complètement fou. D'ailleurs, le générique fait très James Bond et l'inspiration est très James Bondienne. Et je me suis vraiment dit ça. Pourquoi est-ce que j'ai envie de voir Eddie Redmayne en série d'action? Des séries d'action bas budget, un peu nulles sur les plateformes, il y en a tout le temps. Pourquoi est-ce que celle-ci devrait m'intéresser? Eh bien, j'ai essayé et j'ai fermé ma bouche. Déjà, Eddie Redmayne est phénoménal. Mais en termes de série, c'est une claque parce qu'en termes de mise en scène, de photos, d'acting, de lieu de tournage, de tout ce que vous voulez, de cascade, de scènes d'action, de course-poursuite, on est sur la qualité d'un film. La ligne entre le film et la série est tellement fine aujourd'hui avec ce genre de série. Moi, ça m'a mis une claque monumentale. J'ai voulu enchaîner les 10 épisodes d'un coup. C'était extrêmement addictif. Si vous n'avez pas vu Day of the Jackal, c'est vraiment la claque action espionnage. Peut-être que j'ai vu de ma vie en termes de série. Je pense pas avoir vu beaucoup de séries qui sont aussi bien. Pour l'instant, il n'y a pas de saison 2 qui a été confirmée. J'espère que ça va être le cas. Mais ils sont forts, c'est britannique et c'est clairement l'une des œuvres les plus marquantes de l'année. Surtout qu'il y a beaucoup de complexité aussi par rapport au personnage, mais j'ai pas envie de trop en révéler. Vous allez voir, même si le mec c'est un psychopathe, ça va assez loin et il reste assez attachant et t'as envie qu'il réussisse, mais en même temps, c'est un fou furieux qui tue plein de gens innocents. Bref, c'est génial, regardez, vous allez adorer. Si vous aimez les séries d'action espionnage, mais c'est mortel. Pour ceux que ça intéresse, c'est sur Prime Video en France. En termes de comédie, j'ai pas mal de mentions honorables, hein. Comme chaque année, il y a Shrinking qui arrive parce que c'est très sympa et c'est toujours aussi mignon et cool. Cette année sur Apple est aussi sortie la série Bad Monkey, une série un peu plus humour noir qui était très sympa aussi. C'était aussi la fin de la série What We Do in the Shadows avec peut-être pas leur meilleure saison, peut-être même leur pire saison des 6, mais c'était quand même de beaux adieux à une série que moi j'aime beaucoup, l'une de mes sitcoms préférées. Même s'ils n'ont pas fini avec un énorme bang, ça reste quand même une excellente série de comédie et maintenant qu'elle est terminée, vous n'avez pas d'excuses, vous devez regarder l'intégralité des 6 saisons. Ça c'était sur Canal chez nous. Mais dans la catégorie meilleure série de l'année, il faut quand même parler un petit peu de The Bear, même si c'était pas ma comédie préférée de l'année parce que la saison 3 est aussi d'après moi la pire des 3, elle reste très bien, elle reste dans le palmarès des meilleures séries de l'année. Il y a plein d'idées de mise en scène, plein de moments mémorables, forts, mais malheureusement on sent un peu trop la coupure parce qu'à la base ça devait être une saison un peu plus longue qui devait tourner d'un coup et tout sortir plus ou moins vite. Là il y a une vraie coupure, il n'y a pas un vrai cliffhanger, ça traîne un petit peu et contrairement aux autres saisons, elle s'achève pas vraiment cette saison. Elle fait plus saison de transition qu'autre chose, mais ça reste quand même très bien, elle est l'une des meilleures séries de l'année. Mais la comédie qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est celle qu'au début je n'ai pas appréciée, mais qui n'a jamais quitté mon esprit et que j'ai commencé à adorer. Plus j'y réfléchissais, plus j'aimais, mais c'est pas facile de la regarder pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est extrêmement gênante. Je parle évidemment de The Curse. The Curse, c'est une sorte d'histoire, de documentaire sur deux personnes, un couple, plein d'acteurs que vous connaissez comme Emma Stone par exemple. C'est un couple d'agents immobiliers qui veulent faire dans une région un peu, on va dire, inadaptée à ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire une vibe un peu écolo, immobilier, riche, qui n'est pas adaptée à la situation et au voisinage. Et du coup, c'est un documentaire sur ces gens-là qui essaient de mettre ce genre de mentalité dans un endroit qui n'est pas fait pour ça. Il y a un côté un peu bourgeois qui est complètement décalé, déplacé, mais ce qui est vraiment dur à regarder dans la série, c'est la gêne qui est créée vraiment constamment entre la gêne de classe qu'il y a entre les différentes personnes, entre le couple qui se fracasse la gueule clairement que tu vois en live, et vu que tu as une équipe de documentaires qui les suit, c'est encore plus intéressant. Il y a un côté méta un petit peu à la chose, mais surtout la manière dont ils savent pas gérer les situations. Ils sont extrêmement gênants ces gens-là. Ils te mettent mal à l'aise, mais en fait c'est une plongée absolument géniale dans la tête de ces deux gens-là, quoi. Dans ce couple, dans ce décalage californien par rapport aux gens de la vraie vie entre guillemets, dans des situations de plus en plus absurdes, et c'est dur à regarder parce qu'ils font que des bêtises, et les acteurs jouent très bien tous, hein, mais ils font tellement des choses socialement inacceptables, on va dire, ou alors très malaisantes, que c'est extrêmement dur de regarder la série, mais honnêtement, une fois que c'est fini, ça ne va jamais vous quitter parce que ça va très loin, ça ose des choses en termes de mise en scène, de scénario. C'est peut-être la série la plus innovante de l'année, j'ai envie de vous dire, la plus spéciale, la plus expérimentale, mais elle est réussie. Même si encore une fois, c'est dur à recommander parce que c'est très space et à la fois t'as envie de rigoler, à la fois t'as envie de te cacher parce que c'est tellement embarrassant ce qui se passe. Ils ont vraiment réussi à retenir le côté un peu télé-réalité gênante et en même temps vrai drame social et familial ou de couple si vous préférez, qui est assez brillant. Et plus vous allez continuer, plus vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre avec cette série, et j'ai adoré. Ça c'était sur MyCanal chez nous, donc honnêtement foncez. En termes de documentaires, il y en a deux que moi j'ai bien aimé. Alors tout le monde a parlé de DJ Mehdi cette année et oui, ça fait partie des meilleurs documentaires de l'année, il y a rien à dire. J'en ai pas vu beaucoup, j'avoue, mais c'était divertissant, j'ai tout regardé d'un coup, c'était sur Arte. Je suis pas forcément fan de DJ Mehdi, mais c'était surtout une plongée dans une époque avant tout. D'un point de vue
artistique, musical qui était intéressant. Mais moi, le documentaire de l'année qui m'a vraiment fait kiffer, c'est le documentaire qui s'appelle Ren Fair, qui est sorti sur Max. En gros, c'est l'histoire d'un mec aux États-Unis qui gère un énorme parc d'attractions médiévales, fantastiques, vous savez, un peu de LARPing, entre guillemets. C'est la fête foraine médiévale et il a une sorte de royaume qu'il a bâti, littéralement, lui c'est le roi et tout. C'est un documentaire, hein, je précise, hein, c'est pas de la fiction. Sauf qu'il est vieux, riche et seul. Et l'histoire de la série, c'est lui qui va trouver un successeur, donc ça fait évidemment penser à plein de séries que moi j'aime bien. C'est lui qui va essayer de trouver une femme jeune de 20 ans, et lui, il a genre 80 ans, je crois, je l'ai vu il y a quelques mois la série, et il cherche des femmes qui sont tellement spécial. Il a des critères tellement horribles en soi, alors qu'il ne devrait pas, vu son âge, mais il cherche, voilà, une sorte d'héritier financier et d'héritier pour le parc et quelqu'un avec qui s'accoupler. Donc c'est fascinant de voir la vie dans le parc, sa vie à lui, comment tous ses employés tournent autour de lui. Je crois qu'il n'y a que 4 épisodes en plus, donc ça se regarde très très bien. Tu te demandes vraiment si c'est pas scénarisé tellement ils sont fous, quoi. Et c'est ça qui est fun et drôle et en même temps un peu triste. Et t'as l'empathie pour ce mec qui est assez détestable et c'est une vraie réussite. Donc si vous n'avez pas vu Ren Fair, foncez. En termes d'animation, j'ai kiffé cette année. Il y a eu plein de choses que j'ai adoré. J'ai adoré Hazbin Hotel en début d'année qui m'a matrixé et musicalement, j'ai beaucoup écouté les chansons et avec leurs personnages, l'ambiance. C'est un univers que moi je découvrais et je considère que ça fait partie des meilleures séries d'animation de l'année sans aucun doute. Branchez-vous à Hazbin Hotel, moi je suis fan et je sais qu'il y a une communauté un peu toxique, mais ignorez-la et regardez Hazbin Hotel, c'est mortel. On a eu X-Men 97 qui moi m'a fait replonger dans mon enfance tout en rajoutant un peu des choses à l'histoire que je connaissais et en racontant des choses sérieuses et c'est sûrement la meilleure œuvre du MCU depuis très très longtemps, même si techniquement c'est pas du MCU, mais vous avez compris. Donc X-Men 97 c'était un pur plaisir, j'ai dégusté ça. On peut parler d'Invincible aussi qui certes a eu le droit à sa deuxième partie de saison cette année avec que 4 épisodes et on s'est quand même régalé, même s'il y avait quelques soucis de rythme, ça reste l'une des meilleures séries d'animation de l'année. J'ai découvert Dan Da Dan aussi cette année que j'ai beaucoup aimé, que j'ai critiqué récemment, qui était très fun et que je peux conseiller. Terminator 0, la meilleure œuvre Terminator depuis Terminator 2, honnêtement, rien à dire, c'était à la fois bien animé, intéressant, ça a joué avec le mythe du Terminator, c'était une compilation de tout ce qui était fait avant mais en racontant de nouvelles choses, il y avait plein d'intrigues qui étaient trop bien. L'approche Terminator animé, c'était vachement bien pour le coup et je peux conseiller pour les fans de Terminator. Je sais pas si je conseillerais aux gens qui sont pas fans de Terminator, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Mais honnêtement, la meilleure série d'animation de l'année, il y avait aucun débat possible, c'est Arcane. Alors même si moi je l'ai beaucoup dit, hein, la saison 2 d'Arcane est moins bien que la première, je pense qu'il manque clairement quelques épisodes et pour les gens qui sont pas fans de LoL comme moi, il y avait des choses qui manquaient clairement scénaristiquement. Je dis pas que c'est mauvais ou quoi, encore une fois j'ai adoré Arcane, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'était moins bien. Cependant, bah ça reste top du niveau en termes d'animation, on n'a jamais vu ça. Artistiquement, c'est brillant, c'était varié, c'était tellement inspiré, il y avait tellement d'idées, mise en scène absolument dingue, surtout pour parler des personnages parce qu'ils oublient jamais leurs personnages. Ils ont composé des musiques absolument folles, ils se sont éclatés avec le concept. J'aurais aimé un peu plus d'épisodes, non pas par égoïsme en me disant voilà il faut un peu plus, mais je pense que scénaristiquement c'était un peu plus confus cette saison 2, ça allait dans trop de directions différentes, ça hypait beaucoup de choses et 9 épisodes c'était juste pas assez malheureusement d'après moi. J'aurais aimé peut-être un 10, 11 de conclusion, quoi, un truc pour étaler un peu certaines intrigues, mettre un meilleur focus sur certains personnages, mais dans tous les cas elle reste assez inoubliable. Ça reste une saison de fou qui s'est beaucoup améliorée aussi par rapport à la saison 1, mais globalement un peu moins appréciable. Mais encore une fois, chef-d'œuvre, regardez Arcane, c'est mortel, même si je pense qu'on l'a tous vu. En série fantastique, j'ai 2 mentions honorables que moi j'ai beaucoup appréciées, avec Constellation, qui était vraiment très sympa, et Dark Matter. Si vous aimez le fantastique, science-fiction, ces 2 séries peuvent vous plaire. Et il y a plein d'autres séries aussi, hein, comme The Boys saison 4, même si c'était pas au niveau et c'était la pire saison, ça restait quand même pas mal et divertissant, rien à dire. Three Body Problem, moi je l'ai beaucoup défendu, j'ai trouvé cette série très divertissante, intéressante, un peu moins bien depuis que j'ai lu les livres, enfin écoutez les livres plutôt, mais ça reste quand même vraiment solide et j'ai hâte de voir les 2 prochaines saisons, je pense que ça va être vraiment fascinant. Moi je reste un défenseur de la saison 2 de House of Dragon, même si elle était beaucoup moins intéressante, elle avait quand même beaucoup de qualité d'écriture, de mise en scène, bref ça reste une très bonne série et l'une des meilleures de l'année pour le coup celle-ci. Mais il y a 2 séries de fantasy science-fiction qui ont un petit peu matrixé les gens cette année et je suis tout à fait d'accord, je vais commencer avec le Pingouin évidemment. The Penguin, on s'attendait pas vraiment à autant kiffer une série sans Batman, mais bah tout était bien au final, hein. Ils ont pris plutôt l'approche gangster réaliste entre guillemets, tellement que j'aurais pu le mettre cette série dans la catégorie drame plutôt que fantastique, mais je me suis dit vu que c'est l'univers de Gotham et des choses comme ça, je vais me permettre un peu la case fantaisiste, mais oui, de Pingouin, ça donne plus cette impression de série dramatique, de gangster, de mafieux, comme on en faisait à l'époque avec d'excellentes performances, de bons rebondissements, ça s'éclate complètement avec le concept, et visuellement c'était aussi très bien. Je comprends pourquoi les gens adorent de Pingouin, c'est mérité, c'était divertissant de A à Z, ils ont réussi beaucoup de choses. Est-ce qu'on a besoin d'une saison 2? Je ne sais pas, ils sont en train de négocier, mais on a ressenti la qualité HBO, et ça fait plaisir, parce
parce que je m'y attendais pas, honnêtement. Je pensais que ça allait être sympa sans plus, mais au final, c'était vachement bien. Et l'autre série qui a fait beaucoup de plaisir aux gens, et moi y compris, qui fait partie des meilleures de l'année, eh bien, c'est Fallout. Fallout, c'était aussi un énorme plaisir, hein, disons les choses. Fallout, moi qui suis fan des jeux depuis Fallout 2, j'étais très content de voir cette série. Ils ont compris l'univers, c'était une super adaptation. Ils ont réussi à créer de nouveaux personnages qui sont à la fois attachants, complexes. Ils ont assumé le côté comédie noire, tout en étant imparfait sur certaines intrigues, mais ça se binge-watchait extrêmement bien. Ça donne envie de replonger dans cet univers-là. Ils ont réussi leur pari. C'est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo qu'on a vu tout court, alors que ça date pas vraiment une histoire, mais juste un univers. Et en termes d'adaptation, c'était génial, même en termes de série, hein. Entre la mise en scène, le budget qu'ils ont mis dedans, où tu ressens vraiment le talent, les acteurs qui s'éclataient. Bref, il y avait une bonne vibe concernant Fallout, et j'ai vraiment hâte de voir la suite de l'univers. Je suis très impatient parce que c'était vachement bien. Cette année, il y a plein de mentions honorables en termes de thriller, hein. Je veux dire, Présumé innocent, c'était très sympa pour le coup. True Detective Night Country, c'était très cool aussi. The Madness sur Netflix, c'est très divertissant et intéressant. Mais moi, il y a deux séries que j'ai beaucoup aimé cette année. La première, c'est Sugar sur Apple TV+. Sugar, c'est marrant parce que lorsque tu regardes la série, on dirait juste une sorte de thriller, d'enquête policière à LA en mode noir, avec un Colin Farrell, encore une fois magistral, hein, disons les choses. D'ailleurs, je trouve qu'il est meilleur ici que dans Le Pingouin, même si c'est pas une compétition, hein. Peut-être l'une des séries les plus sous-cotées de l'année, d'après beaucoup de personnes, mais c'est vrai que l'ambiance va vous agripper, les personnages, l'enquête, et croyez-moi que ce n'est pas la série que vous pensez que c'est. Il y a des gens qui vont dire, ouais, je suis pas fan des enquêtes, je suis pas fan des thrillers, mais il y a un truc qui se passe, qui change complètement votre analyse de la série au point que vous voulez la recommencer dès le début. C'est rare que ça m'arrive que je finisse une saison et que j'ai envie de remater la saison d'un coup pour comprendre certaines choses, pour mieux analyser certaines séquences, parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui est assez flagrant et fort, qui change tout. Et je dis ça pour les gens qui vont pas accrocher à l'ambiance, parce que ceux qui accrochent à l'ambiance, vous allez adorer. Mais il y a un truc qui se passe qui va peut-être énerver certaines personnes. Moi, j'ai adoré, je trouve que c'était assez inédit et je m'y attendais pas vraiment. Mais ils ont prévu une saison 2. Vu ce qui se passe dans cette saison 1, j'ai très hâte de voir la saison 2. Ça parle de beaucoup de choses sérieuses que j'ai pas envie de spoiler ici, évidemment. Branchez-vous, Sugar. Je crois que c'est quoi, 6, 7, 8 épisodes, je sais même plus, mais de 30 minutes à chaque fois. Ça se regarde très très vite, c'est très divertissant. Apple, ils ont encore une fois géré. Et si on parle d'Apple, ils ont géré aussi avec Disclaimer, la nouvelle série d'Alfonso Cuarón. Il faut savoir que Disclaimer, c'est une série qui a été réalisée entièrement par Alfonso Cuarón. Les 7 épisodes de pareil 40-45 minutes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'histoire d'une femme qui reçoit un bouquin qui raconte son infidélité. Donc le bouquin est vendu comme une sorte de fiction, mais forcément, si le mari de la femme en question, interprété par Kate Blanchett, lit le bouquin, il va comprendre que ça parle d'elle, il va comprendre de ce qu'elle a vécu. Ce bouquin est au fait une sorte d'outil de vengeance d'un autre homme qui a beaucoup souffert à cause de cette femme, et c'est une sorte de revenge story en mode thriller, drame familial, avec des thématiques sérieuses, avec des flashbacks par rapport à l'Italie et la jeunesse de cette femme, avec des belles révélations en termes d'acteurs qui étaient géniaux. J'ai trouvé Disclaimer absolument magnifique visuellement. Alors voilà, Alfonso Cuarón et son chef-op, à eux deux, qui ont tous les deux bossé sur cette série, ils ont 7 Oscars. Donc à un moment, voilà, tu sais que la série allait avoir de la gueule, tu sais que ça allait être poignant. La fin va diviser, je peux comprendre, mais moi, elle m'a captivé de A à Z et j'ai adoré Disclaimer. C'était l'une des plus belles séries que j'ai vues de ma vie. Encore une fois, tentez. C'est pas pour tout le monde, je pense que ça peut déranger, mais pour la musique, les visuels, l'esthétique, l'acting, wow, c'est du très haut niveau, la mise en scène, forcément. On reconnaît le Cuarón ici. Bref, si vous êtes surtout branché Cuarón, regardez-la, ça vaut le coup. C'est lui qui a tout réalisé et c'est l'une des meilleures séries de l'année. Et c'est une mini-série, donc ça se regarde très très vite. Encore une fois, Apple, ils sont forts. En drame, j'ai pas mal de mentions honorables que j'ai bien aimé. Je m'attendais pas à autant apprécier Those About to Die. Je pensais que ça allait être une sorte de nanar romantique sans intérêt. Bah non, en fait, c'était plutôt fun. C'est assumé pour le coup que c'est un peu ridicule et vibe un peu Spartacus, mais c'est fun. J'ai passé un bon moment. C'est une mention honorable, hein, c'est pas une meilleure série de l'année. De même pour Eric, voilà, c'était très divertissant. La sauce Netflix a quasiment tous les curseurs. Pas mal. J'ai beaucoup aimé Masters of the Air, tellement qu'après je me suis retapé Band of Brothers et ça a un peu redescendu Masters of the Air dans ma tête en termes de qualité, mais ça reste très très bien et l'une des séries les plus intéressantes de l'année. Et aussi de Sympathizer, moi je reste un fervent défenseur, que ce soit de tous les points de vue, hein, en termes de mise en scène, en termes d'acting. Je veux dire, c'est des cadors de l'industrie qui ont bossé sur cette série, un peu tombé dans l'oubli. Alors je peux comprendre, elle est pas excellente, elle est un peu spéciale, ça parle de sujets très spécifiques, hein, mais honnêtement, je pense que ça vaut le détour, juste par curiosité. Et si vous aimez, continuez. Mais moi, je pense que je m'en rappellerai. Et si on parle de série, il y a aussi évidemment Monsters, hein, qui a bien humanisé cette fois-ci les criminels tout en les mettant face à un narratif complètement différent. Et la série joue avec nos attentes et joue surtout avec notre compréhension même de l'art et des histoires. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a un côté presque méta à la chose, avec des thématiques sérieuses, qui est moins focus sur la glorification du meurtre et tout. C'est une étude de personnages, mais c'est surtout une étude des histoires qu'on se raconte. Et ça, c'était vraiment réussi. Et je conseille vraiment Monsters pour le coup. Là, elle fait partie des meilleures séries de l'année. Mais j'ai envie de me concentrer sur 3 séries précisément. La première, c'est Industry de HBO. Industry, c'est aussi une série que j'ai découverte cette année. Il y a 3 saisons qui sont sorties à ce jour. La 3e cette année. Et j'ai adoré Industry. La 3e saison est de loin la meilleure. Tellement que les créateurs ont dit qu'ils ont enfin compris comment écrire une série. Industry, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire de jeunes diplômés qui arrivent dans une banque d'investissement et leur travail, c'est de survivre. Survivre d'un point de vue de carrière, c'est-à-dire qu'ils ont 5-6 mois pour faire leurs preuves et à la
fin, je crois que tu as la moitié des diplômés qui se cassent de la boîte parce qu'ils sont virés, quoi. Et du coup, vous allez vivre donc une entreprise de banque d'investissement à Londres extrêmement toxique. Drogue, sexe, manipulation, MeToo, pouvoir, politique. Ça va dans tous les sens, mais c'est du point de vue un peu de ces jeunes diplômés. Vous voyez Succession, où c'est genre les ultra riches qui vivent leur vie, qui s'en foutent des employés et tout. Là, c'est l'inverse. C'est les employés qui sont en bas de l'échelle, qui sont en coloc parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre, qui finissent quand même dans des soirées à prendre de la coke et des choses comme ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Faut être un peu d'accord avec tes collègues. Il y a une pression sociale qui se crée. Il y a plein de choses intéressantes. Ils ont aussi cette soif de l'argent. Il se passe beaucoup de choses. Ça va assez loin aussi, mais Industrie, c'est mortel. Tentez. Si vous aimez le premier épisode de la saison 1, vous allez kiffer. Parce que c'est un peu la même vibe tout le long. Ça fait partie des coups de cœur de mon année personnellement. Encore une fois, HBO sont très forts, mais je vais retourner chez Netflix avec Mon Petit Ren, une série que j'ai découvert un peu tard parce qu'elle est sortie un peu nulle part, t'as l'impression. Les gens ont commencé à m'en parler. Reg, faut que tu regardes, faut que tu regardes. Et je me suis dit, ok, même mes potes de la vraie vie ont commencé à me dire, mec, faut que tu regardes. Ce qui est rare. En général, c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui parle à mes potes de ce qu'il faut regarder. Là, je suis passé à côté. Les gens m'ont dit de regarder. J'ai regardé. Et oui, c'est fantastique. Hein. Tellement bien écrit, bien joué, bien interprété, bien rythmé. C'est sérieux, c'est profond. Ça va vraiment dans toutes les directions, mais dans le bon sens du terme. Mon Petit Ren, c'est monstrueux. Et je pense que tout le monde va s'en rappeler. Et tellement monstrueux que le mec, Richard Gad, il est en train d'exploser, quoi. Il bosse chez HBO maintenant. Il fait plein de trucs. Bref, la vie du mec vient littéralement de changer. Et c'était une véritable réussite de A à Z. Et je comprends le phénomène. Il y avait peut-être un truc un peu morbide, du stalker et tout. Mais bon, enfin, je veux dire, c'était bien. Ils ont réussi même à humaniser le personnage du méchant ou de la méchante, tellement que j'ai du mal à l'appeler vraiment méchante, quoi. Mon Petit Ren, c'était un petit bijou. Et c'est ce genre de série qu'on a besoin aussi chez Netflix, qui font porter et exploser des voix comme celle de ce monsieur. Mais la meilleure série Disney de l'année, c'était évidemment Shogun. Shogun, je suis un peu déçu qu'il fasse une saison 2 et 3, tellement la première saison s'arrêtait bien et ça datait d'un livre à la base et c'est un livre hyper connu qui a déjà eu le droit d'une adaptation à l'époque. Mais alors là, Disney, techniquement c'est FX, mais bon, c'est compris. Chez nous en France, c'est Disney. Ils ont mis le budget sur les costumes, sur les décors, sur l'acting. Ils ont pris donc des acteurs japonais. Ils ont respecté ces acteurs japonais. Ils ont créé une ambiance, certes au Canada, mais très japonaise, vraiment réussie, prenante, qui donne l'impression d'y être de A à Z. Et ce qui était vraiment génial, c'est la dichotomie entre les langues, vu que c'est l'histoire quand même d'un Portugais qui arrive là-bas et qui ne comprend pas ce qui se passe et c'est son insertion dans ce monde et qui développe des compétences dans ce monde et qui apprend les voix des Japonais et surtout des samouraïs, mais pas que. C'est fascinant, c'est extrêmement bien rythmé, c'était une grande réussite. Il n'y en a pas beaucoup des séries comme Shogun chaque année, des grandes séries à la fois épiques, politiques. C'est pas une série d'action, encore une fois, même s'il y a quelques séquences, c'est une belle réussite. J'ai un peu peur pour la suite, honnêtement, vu que c'est plus adapté du livre, mais ça faisait plaisir d'enfin voir Hiroyuki Sanada briller, mais tous les acteurs étaient au top. J'en ai beaucoup parlé, mais honnêtement, Shogun, c'est peut-être l'une des plus grandes surprises de l'année, et c'est normal que c'est dans le top de tout le monde. C'était aussi bien que ça, oui. Maintenant, on va passer au Reg Awards série 2024, si vous voulez. J'ai envoyé plusieurs formulaires sur mes différents réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de participants, et je vais vous dire maintenant les récompenses, les vôtres et les miennes. Je me permets de lire cette fois-ci, mais en meilleur acteur principal, vous avez choisi Colin Farrell dans Le Pingouin. Moi, j'ai choisi Andrew Scott dans Ripley. En meilleure actrice principale, vous avez choisi Ella Purnell dans Fallout. Moi, j'ai choisi Anna Sawai dans Shogun. En meilleur acteur secondaire, vous avez choisi Walton Goggins dans Fallout. Moi, j'ai choisi Kevin Kline dans Disclaimer. En meilleure actrice secondaire, vous avez choisi Christine Milioti dans Le Pingouin. Et moi, j'ai choisi Lisa Colon Zayas dans Deux Bears. C'était une catégorie difficile, hein. J'ai beaucoup hésité pour celle-ci. Meilleur casting, vous avez choisi Le Pingouin. Moi, j'ai choisi Shogun. Meilleur costume, vous avez choisi Shogun. Et moi aussi. Meilleur décor, vous avez choisi Shogun. Et moi aussi. Meilleurs effets spéciaux, vous avez choisi House of the Dragon. Et moi aussi. Meilleure réalisation, vous avez choisi Ripley. Et moi aussi. Meilleur scénario, vous avez choisi Shogun. Moi, j'ai choisi Ripley. Meilleure scène de l'année, vous avez choisi la fameuse scène de la partie 2 d'Arcane saison 2. Moi, j'ai choisi la scène au dîner de Disclaimer, qui était pour moi l'une des scènes les plus intéressantes. Et c'est là que j'ai compris, en fait, ce qu'était la série. Et c'est là que j'ai adoré. Mais c'était aussi très dur de choisir une scène préférée de l'année. Meilleur personnage, vous avez choisi Jinx d'Arcane. Moi, j'ai choisi Martha de Mon Petit Ren. Ça aussi, c'était compliqué à faire comme choix. Meilleur cliffhanger, vous avez choisi Fallout. Moi, j'ai choisi Sugar. Meilleure affiche, c'est Shogun qui l'a gagné chez vous. Et moi, c'est Terminator 0. Meilleur générique, vous avez choisi Arcane. Moi, j'ai choisi The Day of the Jackal. Meilleure musique, nous avons tous les deux choisi Arcane. C'est assez compréhensible, même s'il y avait beaucoup de beaux choix à faire cette année. Meilleure série d'animation, nous avons évidemment tous les deux choisi Arcane. Meilleure photographie, nous avons tous les deux choisi Ripley. Et votre série préférée de l'année, c'était évidemment Arcane. Et moi, ma série préférée de l'année, eh bien, c'était Ripley, comme vous l'avez compris. Ripley, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire que vous avez déjà vue dans des films comme Le talentueux Monsieur Ripley ou Plein Soleil, peut-être. C'est l'histoire d'un enquêteur qui est embauché par un homme très riche à New York afin de retrouver son fils qui vit la Dolce Vita en Italie. Sauf que cet homme-là, après avoir vécu quelques moments en Italie, eh bien, il veut rester. Sauf qu'il n'a pas forcément les ressources pour rester et c'est là qu'il va intégrer un peu ce couple qui vit très bien en Italie. Il va se lier d'amitié avec eux, mais
ça va aller bien plus loin que ça. C'est ma série préférée de l'année pour plusieurs raisons. Je pense que c'est la meilleure performance de l'année de la part d'Andrew Scott. Je pense qu'il est phénoménal. C'est peut-être même sa meilleure performance de sa carrière, je trouve. Il m'a bluffé de A à Z, mais c'est encore une fois une série qui est faite par un chef-op et un réalisateur tout le long. Les 7 épisodes, c'est Steve Zaillian cette fois-ci qui a réalisé, écrit, c'est une adaptation d'un bouquin bien sûr. Et malheureusement, c'était pas une série qui a bien marché pour le coup. Moi, j'essaie d'en faire la pub, j'essaie d'en parler, mais ça m'a mis une claque pour l'ambiance. C'est en noir et blanc, mais c'est magnifique. Il y a des plans de dingue. C'est l'une des plus belles photos que vous allez voir dans votre vie et de l'histoire des séries. Et encore une fois, quand je parle de la différence entre une série et un film, là, il n'existe pas quoi. Je veux dire, replay, tu sors au cinéma, tu vois pas la diff. Tu sors les 7 heures au cinéma, personne ne remarque. Il y avait beaucoup de tension, de stress, de développement de personnages, de plongée psychologique dans la tête de ce mec, mais aussi par rapport aux gens qui l'entourent. Il y avait des moments où tu étais accroché à ton fauteuil parce que tu sais pas dans quelle direction ça allait aller. Ils prennent leur temps pour créer cette tension. Ils racontent en même temps beaucoup d'histoires différentes. Ils ont travaillé chaque plan, chaque composition du cadre. C'est magnifique de A à Z. C'est l'une des plus belles séries que j'ai vues de ma vie de une, mais c'est prenant, c'est enthousiasmant. Tu as envie de continuer, c'est addictif. C'est un mélange assez parfait de tout ce qu'on aime voir de manière générale au cinéma, mais cette fois-ci en série. Et c'est pour moi la claque de l'année. Il y en a eu beaucoup des claques cette année, mais je vais clairement m'en rappeler. Encore une fois, j'en ai fait une vidéo pour ceux qui veulent plus de détails. J'ai pris ma claque, j'ai été scotché et je ne peux honnêtement que vous la recommander. Voilà, c'était les meilleures séries de l'année d'après moi, mes préférées en tout cas. J'ai envie d'avoir votre liste dans les commentaires et aussi dites-moi ce que vous pensez de ma liste. Encore une fois, si vous voulez voir toutes les séries que j'ai vues cette année, vous allez sur Serialized ou les autres vidéos que j'ai faites. C'était une belle année série. J'ai hâte de revivre la prochaine avec vous parce que la prochaine en termes de série, on en parlera bientôt, mais elle va être assez costaud. Donc, j'attends votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des lives ou des formats courts. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.